Nous allons donner la parole à Stéphanie Merger pour un tour du monde des bonnes pratiques. Et je ne la présenterai pas parce qu'elle est connue comme le loup blanc, non, je plaisante, et notamment Dominique nous l'a présenté. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une élève du master immobilier durable année 2020 et que donc elle a suivi tous les cours, mais pour sa thèse professionnelle, elle a choisi de faire un tour du monde, enfin, elle vous dira exactement dans quel pays, pour voir les bonnes pratiques, échanger avec les acteurs locaux et nous faire un rapport dans quelques mois, qui sera donc Oui, sa thèse professionnelle, mais en attendant, elle va nous en dire deux mots. Stéphanie, nous voyons ta présentation parfait. et nous t'entendons, donc nous pouvons t'écouter. À toi la parole. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Bruno, et merci également à Dominique pour cette introduction. Donc, rapidement, pour présenter un peu mon parcours, effectivement, donc, je suis à l'origine du projet que j'ai nommé Away Building Tomorrow City, qui est ce projet de tour du monde, là, où je vais m'arrêter plus longuement. J'ai passé, après 12 années, on va dire, dans le secteur de l'énergie et des services à l'énergie chez Engie. Et récemment, ma dernière expérience chez Air Nouvelle, qui est un acteur promoteur et un manager bas carbone, j'ai décidé effectivement, après ces 12 années passées chez Engie, à travailler sur les sujets Smart Building, Smart City, à avoir l'opportunité de développer ma propre start-up en interne, j'ai décidé effectivement de changer, de sortir de ma zone de confort et de partir explorer des initiatives bas carbone à l'échelle internationale. Donc, en fait, mon point de départ était de dire, c'était la réflexion de ma thèse, c'était aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les résultats et de l'IPCC report, de tout ce qui a été déjà dit dans les précédentes interventions, mais aujourd'hui, on connaît le problème, on connaît nos objectifs. De mon point de vue, le challenge n'est plus technologique, plus technique. Aujourd'hui, on sait comment faire. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a trop souvent de proof of concept, de projets isolés, des projets d'innovation, mais pas à la bonne échelle. On est toujours sur des déploiements de proof of concept. Et donc, ma problématique de master et de thèse, c'est comment on accélère ces innovations isolées et comment on fait un déploiement à plus grande échelle. Donc, finalement, quels sont les facteurs qui viennent accélérer ou freiner le développement de ces solutions et ces innovations? Pour ce faire, j'ai décidé de faire du coup effectivement un tour du monde. Donc en fait, ma réflexion, elle est venue du constat, je ne vais pas revenir dessus, mais l'idée du projet est venue de la conférence. Quand Dominique m'a commencé à me parler de ce projet de conférence internationale et avec Bruno également, où je me suis dit, finalement, déjà, cette conférence internationale, la première édition, ce sera un formidable accélérateur pour ma thèse. Donc, comment je peux intégrer tous ces enseignements et finalement compléter avec une analyse terrain le sujet. Donc, je suis partie de là et l'objectif, je me suis dit de faire effectivement cette thèse professionnelle. J'ai du coup monté un projet associatif, trouvé quelques partenaires, que ce soit mon ancienne entreprise Air Nouvelle, que ce soit des organisations professionnelles ou des partenaires médias, et j'ai décidé de monter ce projet. Alors finalement, il y a plusieurs temps d'études. Il y a eu déjà la conférence internationale qui était un gros point de départ en termes de découvrir des acteurs, découvrir des solutions, des partenaires. Donc, c'est le premier élément. Après, un travail de recherche pour créer finalement le tour du monde et de savoir quel pays j'allais faire. Le tour du monde en lui-même, ce que je suis en train de faire, et le projet de thèse qui, du coup, je serai de la même provo que vous. Finalement, je vais soutenir ma thèse au mois de septembre. Alors, effectivement, j'arrive là, je suis actuellement en Afrique, en Tanzanie et plus particulièrement à Zanzibar. J'ai déjà fait l'Europe, donc aujourd'hui, je vais vous partager mes premiers enseignements
sur 4 pays, donc Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Italie. L'Afrique, j'ai analysé et je suis allée au Maroc, au Sénégal, au Kenya et en Ouganda. Et l'Asie, d'ici début mai, ce sera la Chine, la Corée du Sud, Singapour et le Japon. Donc au total, c'est de faire à peu près 4 pays par continent, de regarder un peu les influences, par exemple Afrique, Maroc, Sénégal, plutôt de regarder vraiment différents types d'influences et d'interviewer 70, à peu près 25 experts à travers le monde, 25 experts par continent. Donc, on est à peu près à 70 experts. Alors, j'ai 3 niveaux d'analyse sur mon projet du coup de thèse. Un que j'ai appelé Building Life, qui est Beyond Territories, c'est-à-dire au-delà des territoires, puisqu'aujourd'hui, je regarde la composante internationale, la composante européenne en Europe, elle est très, très forte. Donc, la logique est un peu au-delà des territoires, donc aussi les stratégies, tout le monde, tous les pays ont fait des roadmaps, donc quelles sont les roadmaps nationales pour répondre aux objectifs internationaux. L'échelle du bâtiment en tant que tel, donc là, je regarde et je vais vous partager ces 2 parties-là, tout ce qui va être le stock, c'est quoi le building stock, c'est quoi le stock qu'on a, les labels et les régulations, tout ce qui va être design to end, tout ce qui va être l'analyse de cycle de vie, les ressources, les déchets, l'énergie. Et la dernière partie, qui n'est pas des moindres, alors je ne la partagerai pas aujourd'hui avec vous, parce qu'elle est plutôt globale, cette partie-là, c'est Building for People, c'est-à-dire un peu la composante humaine du développement durable qui est importante, le people, mais aussi regarder le changement, la prise de conscience et le changement de comportement. Et finalement, identifier des bonnes pratiques aussi pour accélérer la prise de conscience ou, une fois qu'il y a la prise de conscience, il y a l'action en tant que telle. Voilà, des bonnes initiatives aussi sur l'accompagnement au changement. Alors, si on continue, je vous propose de passer sur l'Europe. Donc, l'Europe, je vous l'ai dit, j'ai une dizaine de business cases que j'ai étudiés et 4 pays. Et là, l'idée, c'est de vous faire un premier retour. Donc, déjà, je suis partie des interviews, qui est ma première étape dans chaque. C'est finalement la partie observe. C'est vraiment d'écouter le marché par les experts, par le retour d'experts et par une analyse un peu différente les différents experts. Donc, j'ai fait 21 interviews. C'est des architectes, des ingénieurs, des développeurs, un real estate, des organisations internationales. Donc, beaucoup, un de mes partenaires, c'était et HQE, et donc un autre de mes partenaires, j'ai été mis en relation avec tous les Green Building Council européens et même africains quand il y en a. Dans la plupart des pays africains, d'ailleurs, il y en a. Donc, j'ai eu la chance d'interviewer pas mal de personnes du Green Building Council, tout ce qui est des personnes de recherche. Voilà, un peu le panel des acteurs que j'ai rencontrés. Et donc, cette première écoute marché, qu'est-ce qu'elle dit? Donc là, j'ai fait un extract finalement de ces premières écoutes marché pour vous en faire une première présentation. Bien évidemment, ce n'est pas tous les enseignements marché. Et bon, en l'occurrence, la plupart, vous les connaissez, mais c'était pour vous faire un peu on va dire des constats à l'échelle européenne. Donc, on est tous d'accord qu'on est aujourd'hui à la convergence des problématiques. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la crise énergétique, certes, on a crise énergétique, on a eu le Covid, on a eu la guerre, les aléas climatiques. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, il y a une raréfaction des ressources et on se rend bien compte que finalement, investir dans l'efficacité énergétique et dans la production des énergies renouvelables, c'est bien, c'est une première étape, mais c'est clairement pas suffisant. Donc, finalement, que le temps de l'abondance est fini et qu'il faut totalement refonder le modèle et qu'il faut refonder le modèle. Certes, on est toujours dans une réflexion de réfléchir pour atteindre les objectifs des accords de Paris, mais pour autant, il y a un autre sujet, c'est les limites planétaires. Donc, c'est bien de réfléchir à l'atteinte finalement, et on voit qu'il y a de plus en plus dans les réflexions dans la réglementation, l'intégration du CO2, l'intégration de l'analyse du cycle de vie dans les principes, et tout le monde, on le verra à l'échelle européenne, a plus ou moins intégré ces principes-là. Pour autant, on peut se permettre de poser les questions, c'est quoi les limites? Est-ce que c'est vraiment les accords de Paris ou les limites, finalement, c'est nos ressources disponibles? Le deuxième point que nous a fait remarquer effectivement Ruben du Green Building Council en Néerlande, c'est qu'aujourd'hui, le problématique, c'est une convergence aussi, c'est que
on souhaite accélérer, mais les modèles dits traditionnels, on va dire les anciens modèles, sont toujours plus compétitifs que les modèles circulaires. Donc, c'est bien de vouloir changer la matrice et changer finalement notre manière de faire. Pour autant, tant que l'ancien marché et les anciens modèles financiers restent plus compétitifs, ce sera toujours compliqué d'accélérer des modèles dits circulaires. L'autre point où quasi l'ensemble des experts sont d'accord, c'est aujourd'hui, on a des stratégies, des roadmaps à l'échelle des pays qui sont très technocentrés. J'adore reprendre l'expression d'Alexander qui est convaincu, qui me dit l'innovation ne sauvera pas le monde. On a certes besoin de technologie, certes besoin d'innovation, pour autant miser sur des stratégies uniquement technocentrées, on est quasi sûr de ne pas réussir à atteindre nos objectifs. Donc, tant qu'il n'y a pas cette volonté d'avoir une réelle stratégie sur la sobriété, d'ailleurs, la sobriété est un mot qui était très complexe à expliquer à l'étranger, sufficiency, ou même dans les pays Danemark, quelquefois, la notion de sobriété n'est pas clairement intégrée. Tant qu'on sera toujours sur ce modèle-là, ce sera difficile, effectivement, d'avoir une approche très technocentrée. C'est un des sujets. L'autre problématique, c'est qu'on a des approches très technocentrées et on a une vision assez court terme. Si on reprend en plus des visions qui sont très technocentrées, sachant qu'il nous faut 10-15 ans pour développer la technologie, j'en rajoute 5, allez, on va dire 15-20 ans pour réellement avoir les effets d'une nouvelle technologie sur le marché, pour voir réellement un changement, on n'y arrivera pas. Et tant qu'il n'y a pas une volonté d'être soit plus radical dans nos plans de transformation ou soit réellement accompagner la transformation et avoir un vrai plan sur la sobriété. Et ce n'est pas, de mon point de vue, juste en se disant qu'on va fermer les portes en hiver pour faire des économies d'énergie. Tant qu'il n'y a pas un réel volonté, ça ne marchera pas. Et alors, le sujet était de dire aussi, que on prend des décisions qui sont encore très court-termistes. On a encore sur des plans de développement des projets d'aménagement, ce que disait aussi que aux Pays-Bas, mais c'est le cas dans différents pays. Hein. J'ai fait un extract, mais c'est où on développe encore dans des pays à risque, dans des zones à risque, en dessous du niveau de la mer. Bon, ça, c'est la problématique néerlandaise, puisque 50% de leur territoire est quand même en dessous du niveau de la mer. Mais on donne encore des autorisations de permis pour délivrer des... Et donc, on est toujours dans cette logique de planning is fixing, c'est-à-dire qu'on fixe une problématique à très court terme, à 5-10 ans, mais par contre, on manque de vision, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ou si vous avez vu l'année dernière la présentation d'Hélène Chartier qui faisait le rapport des plans de transformation de la Chine où ils ont eu une volonté d'investir pour leur prochaine génération sur le train. En 15 ans, ils ont fait le déploiement de leur réseau ferroviaire, ce que n'a pas réussi à faire les États-Unis. Donc, il y a vraiment ce besoin de vision long terme qui est importante pour intégrer la vision du futur et penser à l'avenir, mais pas sur 5 ans. Alors, une fois que j'ai dit ça, partir sur des grands ensembles, c'est bien de comprendre aussi la situation locale. Si on regarde aujourd'hui, les proportions des 4 pays, j'ai fait un petit extract là sur les 4 pays, que ce soit pour la population, la superficie, mais aussi pour comprendre le mix énergétique. C'est qu'aujourd'hui, on a des différences. On voit que, par exemple, on a un mix. Donc là, j'ai fait un extract issu d'une étude. Je tiens à valoriser le programme ESRA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un programme qui est proposé par l'OID, qui est un programme européen qui on fait beaucoup de travaux de recherche sur différentes thématiques. D'ailleurs, ma thèse s'appuie sur pas mal de leurs sujets sur le niveau européen, que ce soit sur la taxonomie, que ce soit sur ils ont fait des fiches pays très intéressants. Et ils ont fait aussi une étude là, sur un peu les roadmaps des pays, très intéressante. Et qu'est-ce que dit cette étude? C'est justement qu'aujourd'hui, si on regarde le mix énergétique des pays, c'est qu'on tout ce qui est sur le pétrole, on est plus ou moins tous à équivalent ou au-dessus de la moyenne de l'Europe. À part notre ami l'Allemagne sur le fossil fuel, pardon, il y a un pourcentage qui est très élevé par rapport aux autres pays
sur le sujet. Le gaz, naturel gaz, on voit qu'il y a une forte proportion de gaz, que ce soit pour l'Allemagne, la Néderlande, l'Italie et même l'Angleterre, hein, ils sont au-dessus des 40%. Donc, il y a une forte dépendance au gaz pour ces pays-là. Et on voit que sur le sujet du nucléaire, il y a finalement, même si dans le mix énergétique du Danemark, on voit très peu le nucléaire, il faut savoir que ça fait partie un de leurs projets, une des sources d'énergie de leur futur mix énergétique. Que le nucléaire est une partie importante. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a, pour atteindre les accords de Paris, il y a finalement deux stratégies qui s'opèrent. Il y a ceux qui basent sur la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire. Là, je mets la France, le Pays-Bas et le UK, et les autres qui ont plutôt un mix, décidé de faire 100% renouvelable, mais avec un mix sur des énergies fossiles comme le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne et le Danemark, l'Allemagne, pardon, et l'Italie. Alors, si on cherche à mettre en perspective, je voulais faire un petit clin d'œil sur le Danemark. On voit que le Danemark, 40%, c'est des énergies renouvelables. Si on rajoute biofuel et renewable energy, les énergies renouvelables, on atteint 40%. Donc, ils ont limite atteint. Par contre, je remets dans le contexte, hein, le Danemark, c'est 5 millions de personnes. Hein, donc, ils ont 40% effectivement, mais dans le contexte, ça reste quand même, ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Je ne dis pas que je ne veux pas remettre alors, mais bon, c'est plus facile. Sur le Danemark, je voulais faire un petit zoom sur finalement un des projets, parce qu'ils parlent de biogaz, et j'ai eu la chance de visiter finalement Copenhague, qui est à Copenhague, qui est une usine d'incinération de déchets. Et en fait, ça, c'est vraiment un modèle qui a réussi, parce qu'aujourd'hui, Copenhague, c'est un mix d'usages déjà. C'est certes une usine de production qui génère et qui traite les déchets, mais c'est aussi un des premiers, c'est marrant, hein, c'est un des premiers sites touristiques de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire finalement un ensemble d'usages sur le site. Donc, vous avez la possibilité de faire du ski sur la montagne. Vous avez la possibilité de faire du trek. Il y a une sorte de montée où vous avez un panneau d'escalade, un des plus hauts, en plus tour d'escalade européen, et vous avez la possibilité de manger sur le rooftop. J'avais fait une petite vidéo juste pour vous faire voir un peu. Vous voyez que ça fait du ski. Vous avez des vues imprenables et vous pouvez escalader. Voilà, vous avez une mur d'escalade et vous avez une vue incroyable. Donc, ça en fait une des premières destinations. Outre le fait que ça devient un élément touristique, c'est aussi ils ont la capacité, de répondre à une demande, et ils fournissent l'énergie pour 50 000 foyers en électricité et 120 000 via le réseau de chaleur de foyers sur la ville. Donc, outre le fait que ça traite les déchets, ça traite, je crois, 2 fois 35 tonnes de déchets par heure, c'est aussi une très grosse source de production d'énergie de la ville de Copenhague. Si on reprend maintenant toujours dans cette logique de compréhension et d'analyse finalement des mix énergétiques, donc on a un objectif à l'échelle européenne de décarboner 60% nos bâtiments. Donc on voit qu'il y a des stratégies qui sont plus ou moins similaires. On a tous un programme de rénovation, on a tous des objectifs sur les nouveaux buildings et sur notre plan de rénovation. Et on voit que finalement, ceux qui sont les moins, on va dire, ambitieux, c'est alors l'Espagne qui ne fait pas partie de l'analyse, mais c'est la France. Pourquoi? Parce qu'on est parti du fait que notre l'intensité électrique est meilleure. Donc finalement, on a fait des objectifs qui sont moins ambitieux que par exemple l'Allemagne, où effectivement ils ont une énergie beaucoup plus carbonée et des efforts à faire plus importants. Donc je vous invite, pas le temps forcément, j'ai encore pas mal de choses à partager avant d'entrer dans le détail, mais je vous invite à regarder effectivement
ces plans de roadmap du programme de l'ESRAI de l'OID. Alors, c'était un premier point, donc c'était observer, comprendre. Si on regarde un peu les actions et les bonnes initiatives qui sont faites. Donc, la première initiative que je voulais vous partager, c'est l'initiative X-Tax. Donc, qu'est-ce que c'est X-Tax? C'est finalement enlever et réduire les taxes sur le travail et augmenter les taxes sur les matériaux pour effectivement fixer. Donc, c'est un modèle qui a été initié de taxation financière en 2010. C'est les Pays-Bas qui ont été les premiers, qui sont en train de tester. C'est en train de monter à la Commission européenne, c'est en étude en 2022. Donc, déjà, on voit le temps de prise en compte. Ça a été initié en 2010 et c'est en étude pour à l'échelle européenne d'ici 2022. En étude cette année. Et en fait, c'est quoi le X-Tax? En fait, c'était le dire finalement, en fixant un prix pour l'utilisation des ressources naturelles et intégrer, en prenant en compte la pollution. L'idée, c'est de préserver les ressources naturelles et favoriser le réemploi et de baisser les taxes finalement sur la valeur du travail, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi ça qui nous bloque aujourd'hui, c'est le prix de la main-d'œuvre. Donc, si on inverse, on devrait finalement favoriser le réemploi et tout ce qui est lié à l'économie circulaire. Donc, finalement, comment ça se passe? C'est qu'en gros, les États, ils ont une sorte de map comme ça qui fait l'inventaire des potentiels leviers de taxes sur lesquels ils pourraient agir et ils actionnent. Donc, l'exemple du Pays-Bas, c'est qu'ils ont décidé de travailler sur une enveloppe de taxation de 33 milliards d'euros. Ils ont décidé de donc baisser 33 milliards d'euros, de baisser les taxes sur la valeur de travail et de chercher des équivalences, chercher le même montant sur la valeur ressources pour baisser encore une fois le prix de la valeur du travail et mettre un prix sur et des taxations plus importantes pour favoriser le réemploi et l'économie circulaire. Donc, ça, c'est une initiative que je trouve très intéressante qui pourrait être développée à plus grande échelle si on veut, encore une fois, aider et accompagner par des outils financiers la filière de l'économie circulaire et du réemploi. Un deuxième sujet que je vous propose de partager, c'est le fameux super bonus 110% de l'Italie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait partie du programme de relance post-Covid de l'Italie. Ça a été initié à ce moment-là pour booster la rénovation en Italie. On le verra après, c'est un gros sujet. Je ne rentrerai pas trop dans le détail après, mais l'objectif, c'était de dire on vous donne une taxe, on met en place, l'Italie a mis en place une taxe de 110%, une déduction de 110% pour toute personne individuelle qui serait en mesure d'améliorer l'étiquette énergétique, les Energy Performance Certificates, de au moins 2 classes. Donc, d'aller finalement sur une amélioration du parc. Pour ça, il y a plusieurs manières. Le premier, c'était soit ils faisaient une déduction fiscale du montant des travaux de leurs partenaires et ils faisaient une déduction fiscale sur 5 ans. Ça, c'était le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est finalement de faire ce que le partenaire, le fournisseur puisse faire directement une remise sur les travaux de rénovation. Et le troisième, c'était finalement la possibilité de vendre à un opérateur tiers, un opérateur financier ou une banque pour éviter que le client ne paye pas les travaux lui-même et que le reste à charge soit nul, qu'il n'y ait pas de reste à charge et que ce soit directement l'établissement bancaire qui finance les travaux. Alors ça a été mis en 2020. Aujourd'hui, on a des premiers retours en échangeant avec les acteurs sur place. Il nous faut un retour parce que sur le papier, ça vend du rêve. On se dit que c'est une super initiative, 110%, forcément. Alors, les premiers retours, c'est oui, ils ont créé un marché, ils ont créé une demande. Ils ont réussi à créer et à faire un engouement sur le travaux de rénovation. Ils ont boosté. Il y a eu plusieurs dépôts de dossiers qui ont été faits. Ils ont même été complètement submergés par le nombre de dossiers avec une difficulté à traiter. Ils ont réussi à faire
c'est une amélioration des travaux énergétiques. Ça, c'est le côté positif. Il y a eu des gros bugs sur les travaux qui ont été éligibles. Au début, il y avait encore des solutions utilisant les énergies fossiles qui étaient éligibles. Donc, il y a eu un petit cafouillage sur finalement quelles solutions sont éligibles aux travaux et à cette enveloppe de déduction fiscale. Mais on se rend compte que finalement, avec le retour des experts, qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Eux-mêmes ont du mal à savoir. En termes d'administratif et de complexité des procédures, vu que ça a été lancé très rapidement, la problématique, c'est que les acteurs professionnels n'arrivent pas à suivre et ça change tellement de périmètre, de façon, qu'aujourd'hui, un dossier d'aide financement, c'est limite 20 000 pages et que finalement, ça coûte plus cher de déposer le dossier en temps homme que, j'exagère, que les travaux en eux-mêmes et qu'aujourd'hui, selon le gouvernement actuel, c'est 105 milliards de budget de l'État. Donc aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de revoir leur copie, à la fois de changer le bonus pour dire qu'on n'est plus sur un 110%, on passe à un 90% financé. Et ça a engendré surtout une inflation et une hausse des fraudes considérables sur le marché. Donc, ça a créé certes une demande, mais il y a tout un marché parallèle de course au bonus, d'aller chercher les frais, d'aller chercher cette déduction fiscale. Et donc, il y a une hausse considérable des demandes. Et alors, ça a créé quoi? Ça a créé en cascade, du coup, un certain nombre d'entrepreneurs, constructeurs ont fait faillite. Parce qu'aujourd'hui, ils ont déposé pour le compte de leurs clients, ce qui était une bonne idée, hein, c'était de dire on trouve un partenaire tiers pour finalement financer et éviter le reste à charge. Au début, il n'y avait aucun contrôle, toujours pareil, aucune limite. Et donc, ils estiment à peu près, une étude a été faite à 15 milliards de crédits qui sont aujourd'hui un peu sans trésor et sans capacité de financement, où les entreprises se sont endettées pour le compte de leurs clients sans capacité de recouvrement. Donc aujourd'hui, on se retrouve aussi avec des artisans qui font faillite parce qu'ils ont trop de dépôts. Donc effectivement, un super bonus qui était une très bonne idée initialement, qui a des dérives. Donc à voir comment cette idée-là, elle serait intéressante pour booster la demande tout en l'adaptant pour éviter les aléas. Je continue à partager. J'étais à l'échelle globale, à l'échelle européenne. Si on monte maintenant et si on écoute un peu les experts à l'échelle plutôt à l'échelle des projets, les prochaines d'aménagement, on se rend compte que ce qu'on s'est dit, hein, c'est que l'innovation, c'est bien. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que la transition dans le secteur, elle a commencé. Il y a quand même pas mal d'innovations, on le voit à des échelles de développement et de déploiement différents. Pour autant, elle est là. Sauf que qui dit innovation, et en général, c'est de nombreuses innovations par projet, on voit que les risques augmentent aussi du coup par projet. Et la difficulté, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est tellement fragmenté, on a tellement d'enjeux qui sont, tellement d'argent en jeu et tellement de gros risques qu'aujourd'hui, les acteurs cherchent à tout formaliser et à mettre sur contrat pour se protéger au maximum, sauf que du coup, ça fait des démarches extrêmement longues, extrêmement coûteuses, et qu'aujourd'hui, du coup, le risque management, vu qu'on est sur des risques qui ne sont pas assez partagés par l'ensemble des acteurs de la filière, on est sur des enveloppes budgétaires qui sont assez importantes dans le coût global du projet. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, hein, c'est qu'aujourd'hui, il faut simplifier un peu toutes ces règles administratives, ce qui plombe un peu les projets d'innovation. Les projets en tant que tels, c'est les démarches administratives, la bureaucratie. On voit qu'effectivement, ça prend énormément de temps. Quelquefois, c'est en papier, quelquefois, c'est en format web. C'est difficile de suivre. Même les acteurs de la filière, tous les acteurs sur la rénovation
trouvent que faire un projet, demander une demande de financement à l'échelle, c'est très compliqué. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours et encore, même si on voit qu'il y a de plus en plus des exigences environnementales dans les appels d'offres et dans les CCTP des appels d'offres, qu'aujourd'hui, on est toujours, même si le volet environnemental a des notations un peu plus en vente, on reste toujours sur un concours de charges foncières qui finalement plombe le business plan d'un promoteur. Et du coup, on veut chercher des innovations. Mais ces innovations-là, elles ont un coût. Et donc, il faut choisir après entre la charge foncière qu'on doit donner et finalement la problématique que les acteurs, les publics ne maîtrisent pas assez leur foncier avec l'innovation. Donc, c'est justement le curseur entre une charge foncière importante exigée par la ville et après les innovations qu'on doit intégrer dans les projets. Alors, je voulais vous présenter rapidement, parce que je vois le temps qui est très, très long, un projet qui était très intéressant, mais je vais devoir aller très vite parce que je vois que mon temps s'écoule vite. Un projet de rénovation qui est à Tübingen, qui est à 40 km à peu près au sud de Stuttgart, qui a été très intéressant à étudier. J'ai eu la chance de le visiter et de l'étudier, qui ont fait un projet où le rôle, si je vais aller très très vite du coup, et finalement ils ont travaillé sur plusieurs points, c'était de densifier au maximum cette zone qui était qui était occupée par les anciennes troupes françaises à Stuttgart. Et en fait, ils ont voulu capitaliser au maximum et faire une densification très élevée. On est sur un 150-200 par habitant, habitants par hectare, et travailler justement sur les économies liées du coup, aux infrastructures qui sont moins importantes, à un design intégré fait par la population elle-même, où ils ont totalement construit en dehors et sans promoteur, où les occupants eux-mêmes mandataient l'architecte en direct. Ils ont développé des nouveaux modèles, on va dire, d'occupation aussi, ce qu'ils appellent les Affordable Household Housing Project, qui est un peu notre BRS à nous, le Beau Réel Solidaire, qui est en cours de construction, mais là qui a été fait il y a 10 ans. En mettant en place toute une logique d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable à l'échelle du territoire et du quartier, et surtout des initiatives pour favoriser la prise de conscience en mettant une taxe, en mettant les bus libres. Et ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est finalement, ils ont fait une réflexion portée par la STUP, qui est le Sustainable Transport Project, qui ont développé, je ne sais pas si vous connaissez ce concept de la mobilité, de réflexion de dire Avoid, Improve, Shift. Où en fait, ils ont travaillé le schéma et le quartier de fait à améliorer et travailler un peu sur le système de la ville du quart d'heure. Et les résultats sont assez intéressants. Si on regarde la part modale de tout type de transport confondu, de l'Allemagne vs le district en tant que tel, on voit que finalement, alors Tübingen est déjà une ville assez engagée, c'est un maire vert, ils sont déjà au-dessus, on va dire, de la moyenne nationale, mais si on regarde la part modale du fameux French District département, ils explosent les initiatives. Et donc, du coup, on voit que ces différentes actions ont un réel changement de comportement. Alors, le deuxième point, je vais aller très vite puisque je vois qu'il me reste très peu de temps. C'était à l'échelle du bâtiment. Si on regarde déjà l'état des stocks du bâtiment, on voit qu'on ne parle pas tous du même stock. On n'a pas tous le même stock. On voit le poids du tertiaire n'est pas tous le même partout. On est dans les 10% pour le Danemark et l'Italie, alors que le poids du tertiaire pour les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, on est plus dans les alentours de 35 à 40%. Et le poids de bureau dans le tertiaire, pareil, n'est pas forcément le même. On voit que l'Allemagne et le Danemark, on est à 40-50%, entre 40 et 54%, alors que l'Italie, on est à 20%. Et dans d'autres pays, on est en dessous. Donc, il y a quand même des différences intéressantes à prendre en considération sur le stock. Autre point intéressant, c'est les logements. On voit qu'on a finalement single vs multiple dwelling.
On voit qu'en Allemagne, on a une hausse exponentielle et que le single dwelling, l'appartement et la maison individuelle, c'est 60%, 93% pour le Danemark, et c'est une tendance à la hausse. Alors qu'à l'inverse, si on regarde l'Italie, le single dwelling, on est plutôt sur du 73%, sur du multiple des maisons, pardon, pas de la maison individuelle, des logements partagés. Pas partagés, pardon, je cherche mes mots en français, ça fait longtemps. Tout simplement des logements à plusieurs logements. Alors, si on... Pardon ? Copropriété, merci, je cherche mes mots en français, désolée. Si on regarde maintenant le parc, il est massivement privé, hein, on talonne entre les 50 et les 93% privés, et on a quand même une majorité de propriétaires occupants à l'échelle européenne. J'avance dans ma problématique. Je vais vous partager une étude faite par OneClick qui a essayé d'analyser finalement la compréhension et l'intégration dans la réglementation de l'analyse de cycle de vie. On voit qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y en a où c'est déjà en route, déjà mis en place, et d'autres, c'est en cours. Si on rentre un peu plus dans le détail, on voit que OneClick LCR a fait une superbe étude et a analysé la régulation sur 2 impacts. Déjà, c'est quoi l'impact réel? Est-ce que finalement la réglementation, quelle est l'importance de l'impact? Et est-ce qu'il y a un réel impact? Et est-ce que la politique est suffisamment ouverte ouverte dans la capacité à ouvrir et à accéder à des informations, à donner des informations, à donner des outils? Donc, en gros, ils ont regardé sur quel projet, est-ce que les projets de rénovation sont intégrés, quel type de bâtiment ça s'applique, quel type de données on peut recréer, est-ce qu'on utilise des Environmental Product Declaration, ou est-ce que c'est des rapports génériques? Ils ont fait une petite analyse de ça, et en fonction des réglementations en cours, je vais vous partager leurs premiers résultats. Ils ont analysé autre chose aussi qui est très intéressante, c'est les databases. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a les databases, nous on a la base Ignies, et sur la database, ils ont analysé plusieurs points, c'est la disponibilité et la facilité d'accès aux data. Est-ce que c'est des data qui sont structurés? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'il y a une plateforme en open source? Ce genre de choses. Et quel est le coût, soit d'intégration, d'accès à la donnée et la qualité de la donnée? Ils ont fait cet exercice à l'échelle européenne et finalement, ils ont mis ça sur 2 axes. La réglementation, pardon, et la database. Donc, on regarde l'ouverture et l'impact finalement de la réglementation. Ce qu'on se rend compte, c'est que notre réglementation, la RE 2020, c'est celle qui a le plus d'impact en termes de, entre guillemets, ça décarbone réellement notre stock. Pour autant, on a des problèmes alors pas de disponibilité, et on a l'ouverture de l'utilisation, par exemple, des outils ACV. Par exemple, nous, dans la réglementation 20 et les modèles néerlandais MPJ, il y a un processus de validation de l'approbation des outils d'ACV. Et ça doit être fait par un tiers. Par exemple, dans d'autres pays, finalement, on laisse la personne qui fait l'ACV choisir l'outil et confirmer confirmer les exigences, respecte bien les exigences. Donc, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui sont plus dans cette démarche-là où ils laissent libre l'outil en tant que tel. Si on parle maintenant des bases associées, donc les bases qui finalement intègrent et qui donnent la possibilité d'avoir les Environmental Product Declaration, hein, la fameuse base Ignies, on se rend compte que finalement la base est quand même déjà est très riche. Hein, la base Ignies est celle qui compte le plus de déclarations et de fiches. Elle est facilement accessible et relativement
facilement accessibles par rapport à d'autres. Par contre, effectivement, il y a un sujet de coût et de qualité qui reste à retravailler, puisqu'on regarde qu'il y a d'autres bases de données comme d'autres bases de données où les données sont plus structurées et plus facilement accessibles et soit de meilleure qualité ou à un coût inférieur. Voilà, donc je passe très rapidement. Je vois que mon temps est quasi imparti, donc je vais juste faire une introduction de cette partie-là. On voit qu'il y a un autre sujet qui est utilisé par les pays européens, hein, c'est le fameux Energy Certificate, Energy Performance Certificate, les EPC. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de différences à l'échelle européenne, même si ça devient un standard et qu'on se rend compte que cet outil-là, les Energy Performance Certificate, initialement, ça avait été introduit en termes de communication et de sensibilisation. Aujourd'hui, ça devient un vrai outil de régulation et de réglementation, puisqu'aujourd'hui, l'Europe a fixé un seuil et a fixé finalement des manières d'utiliser cet EPC6. On se rend compte qu'il y a quand même, à l'échelle européenne, de nombreuses différences, même s'il y a des points communs. Déjà, les différences qu'on peut noter, c'est qu'on n'utilise pas tous le même scope d'intervention, et il y en a qui partent et qui expriment en énergie primaire, d'autres. Si je reprends, donc on le voit qu'on n'a pas tous les mêmes façons. Il y en a qui partent en énergie primaire consommée, il y en a qui partent en énergie finale. Donc déjà, il y a déjà un problème sur la façon dont on calcule est-ce qu'on parle des énergies primaires ou des énergies finales. Le deuxième point, on se rend compte qu'effectivement, tout le monde part d'une valeur de référence, mais cette valeur de référence, elle n'est pas normée tout le monde. Donc, on n'a pas la même façon de nommer la valeur de référence. Il y en a où c'est un ratio à ne pas dépasser, d'autres, c'est une valeur définie par un type de bâtiment. Donc, on n'a pas forcément la même façon de définir la valeur de référence. On voit qu'on a des sous-étiquettes encore en différence. Par exemple, les Pays-Bas ont travaillé, il y a 4 façons de faire le A, et on se rend bien compte que en France, on a un C, mais aux Pays-Bas, c'est l'équivalent d'une étiquette B. Donc, on voit bien qu'il y a des différences. Il y a des points communs qui est dû à la durée, qui est 10 ans. On a des points communs qui est la façon dont on vérifie. Donc, la plupart, c'est vérifié sur un échantillon qui est vérifié, mais on part très peu finalement de la consommation réelle. Il y en a juste 1 ou 2 qui partent de la consommation réelle. Donc, on voit qu'il y a des sous-catégories aussi qui se mettent en place. Et donc, du coup, la difficulté est de comment on harmonise cela pour avoir des parcs et tout au moins des moyens de lire et des clés de lecture similaires à l'échelle européenne. Et Donc, Stéphanie, je te rappelle que tu as à moins 10 minutes. Est-ce que tu peux conclure? Je finis. Je voulais partager cet exemple de Circle. Du coup, je ne le partagerai pas. Je vous laisserai découvrir, mais qui est un exemple très intéressant aux Pays-Bas, où la banque ABN AMRO a voulu tester et mettre sur un site, tester 5 modèles d'économie circulaire, tous les modèles, et ils ont travaillé là-dessus. C'est assez intéressant. Ils ont mis en place l'énergie continue, ils testent le DC, la consommation en énergie continue. Ils ont testé pas mal de solutions qui sont très intéressantes. Ils ont mis en place le lift, l'ascenseur as a service, où on paye finalement seulement l'usage de l'ascenseur et non pas la production. Je vous invite à partager et à découvrir. Et je voulais faire une ouverture du coup sur l'Afrique, puisqu'on m'avait demandé effectivement de faire une ouverture sur l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, moi, j'ai deux sujets que je voulais vous partager avec vous. C'était plutôt de faire une comparaison. Donc aujourd'hui, j'ai fait 4 pays en Afrique. Et je pense qu'il y a 2 niveaux d'analyse et 2 niveaux d'échelle. Il y a la ville urbanisée, où on se rend compte que finalement, il y a des gros projets, des gros projets de bâtiments et de projets d'aménagement dans les grosses villes africaines, mais aujourd'hui, qui a un gros problème sur les infrastructures.
et un réel problème, un jeu d'urbanisme et d'aménagement urbain. Et la problématique, c'est plutôt d'avoir des infrastructures suffisamment dimensionnées au bon moment, parce qu'en général, les infrastructures arrivent après les logements, et donc il y a un problème aussi. Qu'il y a un sujet sur la spéculation avec la construction sauvage, pardon. Il y a un réel problème finalement de maîtriser son foncier avec où on voit finalement énormément de bâtiments construits, des bâtiments comme celui-ci là qui est à l'écran, mais qui sont vides. Donc on continue à construire alors que les bâtiments existants sont vides. C'est un sujet qui est intéressant et à réfléchir aujourd'hui sur les projets où on se rend compte que finalement, il y a seulement 3 à 5% des projets qui sont faits par les architectes, ce que disait effectivement Doudou tout à l'heure. Donc, il y a un projet d'accompagner aussi ces projets-là et d'intégrer des conceptions bioclimatiques dès le début. On voit qu'en Afrique, il y a très peu de bâtiments, enfin, il y a quand même beaucoup de bâtiments où il y a on voit une fenêtre dans le logement, une seule fenêtre. Donc, les règles de conception bioclimatique ne sont clairement pas intégrées. Et il y a un sujet aussi que les architectes, il y a très peu d'architectes africains, on le voyait en Ouganda, où ils avaient du mal à valoriser dans les marchés publics les architectes du pays. Donc, il y a aussi ce problématique où aujourd'hui, il y a une perte d'identité, où on voit que c'est toujours les mêmes bâtiments, qu'on soit à Dakar ou au Kenya ou à Milan, on a la même conception. Donc, il y a un vrai sujet de dire aujourd'hui, il faut arrêter de dupliquer le modèle européen en Afrique. Ce n'est pas forcément adapté. Et il y a on va dire, je finirai par cette image où effectivement, on a, on va dire, le reste de la construction qui est de l'habitat informel ou de l'habitat non conventionnel qui représente la grosse partie, qui est certes en briques, mais qui est en briques fait par des locaux et par des artisans locaux. Et c'est une construction, là, ils sont en train de faire sécher, on le voit bien, la problématique de faire cuire de la terre comme ça au charbon et de la problématique de la terre. Et là, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas forcément de trouver des hommes comme en Europe, puisqu'aujourd'hui, ils ont la force vive, entre guillemets, pour ce point-là, mais c'est comment accompagner la filière pour avoir des plus grandes... accompagner la filière, pardon, pour améliorer et une montée en qualité des projets locaux. Et là, il y a une initiative qui est intéressante en Ouganda notamment, où on voit que l'architecte a lui-même décidé de construire et de former lui-même, du coup, la filière et donc en travaillant directement avec les artisans locaux. Stéphanie, on va s'arrêter sur ce beau projet-là. Et promis, on t'invite l'année prochaine et tu nous dois une présentation sur l'Afrique et sur l'Asie avec quelques belles vidéos, s'il te plaît. Donc, on va te remercier et te féliciter parce que c'est déjà un beau programme.